Donc vous le savez, lors de la conférence environnementale, le président de la République et le Premier ministre Jean-Marc Ayrault ont fixé l'ambition de faire de la France la nation de l'excellence environnementale. Et donc ce matin, Jean-Marc Ayrault a présidé un séminaire du gouvernement qui était destiné à faire le point sur la mise en œuvre des décisions que nous avions prises. Aujourd'hui, 30% des engagements qui sont dans la feuille de route pour la transition écologique sont d'ores et déjà tenus. Le bonus-malus sur les véhicules écologiques, c'est fait. Le relèvement de la TGAP sur les activités polluantes, c'est fait. La création de la Banque publique d'investissement, c'est en cours. Le rejet des demandes de permis concernant les gaz de schiste, c'est fait. Et donc, nous sommes dans l'action. L'ensemble des ministres du gouvernement sont mobilisés. Et ce matin ont été discutées les lettres de cadrage que le Premier ministre va adresser à chaque ministre, un peu sur le modèle des lettres de cadrage budgétaire, précisant à chacun les engagements qui doivent être maintenant mis en œuvre. Il va y avoir publié tous les 3 mois un tableau de bord qui permettra de vérifier concrètement la réalisation des actions sur lesquelles nous nous engageons. Donc c'est une méthode nouvelle avec 2 priorités, donc sur un changement en profondeur en matière d'écologie, 2 priorités très fortes. D'abord la croissance verte, c'est-à-dire la création d'emplois dans le domaine des éco-industries, dans le domaine de l'efficacité énergétique, dans le domaine du génie écologique, de l'économie circulaire, c'est-à-dire tout ce qui concerne le traitement des déchets, de l'eau, où nous avons un potentiel considérable, où nous voulons faire de la France une nation exemplaire. L'objectif peut être de créer au moins 100 000 emplois en 3 ans. C'est un objectif très ambitieux et nous allons là aussi avoir désormais des indicateurs de croissance verte qui permettront de vérifier mois après mois la création d'emplois et des indicateurs économiques dans ce domaine de la croissance verte. La deuxième priorité, c'est le cadre de vie. Donc c'est les économies d'énergie pour les Français, c'est le changement de notre modèle agricole, c'est aussi la santé environnementale, donc toutes des priorités qui concernent la vie quotidienne de nos concitoyens. Donc voilà ce qu'ont été les travaux de ce matin. Les lettres de cadrage vont être finalisées et elles seront publiées, je pense, la semaine prochaine. Elles vont être affinées pour être extrêmement précises. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ministères, de lettres de cadrage de certains ministères, des exemples précis qui parlent? Par exemple l'agriculture. Stéphane Le Foll présentera le 18 décembre le nouveau modèle agricole, qui est le modèle un nouveau modèle agricole qui est basé sur l'intensité écologique, c'est-à-dire qui est basé sur des progrès agronomiques qui vont permettre d'utiliser moins de pesticides, moins d'intrants, de consommer moins de ressources en satisfaisant en même temps nos objectifs en termes de productivité. Et ce sera présenté le 18 décembre. Pour prendre un exemple, mais on peut les multiplier, Michel Sapin, qui est le ministre du Travail, a présenté nos objectifs en matière de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui doit être un avantage compétitif pour les entreprises françaises qui s'engagent en matière sociale, en matière environnementale, pour qu'y compris les investisseurs, les financeurs, lorsqu'ils font un choix, puissent avoir ce critère-là. Le ministre de la formation professionnelle a souligné l'importance, et beaucoup d'organisations syndicales soulignent ces enjeux qui sont ceux des transitions professionnelles, c'est-à-dire quand des procédés industriels évoluent, lorsque les technologies évoluent, si on veut créer des emplois verts, il y a besoin aussi d'accompagner ces modifications, ces évolutions des métiers. Voilà quelques exemples, mais on pourrait les multiplier. Les lettres de cadrage, l'une d'elles fixe des priorités sur l'EPR de Flamanville, dont on vient d'apprendre ce matin, si je ne m'abuse. Hier soir. Hier soir, même dès hier soir, qu'il y a un surcoût de 2 milliards. C'est pas une bonne nouvelle. Alors, ce n'était pas un sujet à l'ordre du jour du séminaire de ce matin. Votre question porte davantage sur la transition énergétique qui fait, vous le savez, l'objet d'un débat national qui va maintenant se déployer. Il y a aussi un engagement du président de la République qui a été pris concernant l'EPR de Flamanville, son ouverture en 2016 et la fermeture de Fessenheim aussi en 2016. Vous savez, c'est un chantier qui avait été lancé en 2007, dont les coûts au point de départ ont été sous-évalués. Il y a eu aussi un certain nombre d'aléas industriels liés au fait que c'est une tête de série. Il y a aussi des coûts financiers qui ont augmenté du fait du retard du chantier. Nous sommes maintenant dans une phase où 93% des travaux de génie civil, c'est-à-dire du gros œuvre, sont réalisés. Je pense que c'est un élément de transparence de la part d'EDF, les chiffres qui ont été publiés hier, et le calendrier maintenant d'une ouverture en 2016 sera tenu. Est-ce que ça veut dire
pardon. Ah oui, d'accord. Oui. Est-ce que ça veut dire que c'est quand même un gouffre financier cette EPR au final? Écoutez, il y a un investissement qui a été fait. Cela avait été discuté dans la campagne présidentielle où nous avions déjà ces indications d'une évolution des coûts et le président de la République s'était engagé à achever ce chantier de l'EPR en même temps que la centrale de Fessenheim serait fermée. Mais à ce prix-là, l'énergie nucléaire est encore compétitive par rapport à l'énergie venant de l'éolien terrestre, par exemple? Écoutez, toute la transparence, moi je pense que c'est un élément de transparence. Le coût de l'électricité nucléaire, si c'est ça votre question, elle est basée sur l'ensemble du parc français, pas simplement sur le coût de l'EPR. Et tous ces éléments, en toute transparence, vont être débattus dans le débat sur la transition énergétique. Nous avons aussi, vous le savez, la volonté de développer massivement les énergies renouvelables. C'est d'ailleurs un enjeu dont nous avons discuté ce matin, c'est-à-dire la volonté que le développement des énergies renouvelables se traduise aussi en termes industriels par des créations d'emplois, par du développement technologique qu'il faut porter à maturité. La ministre de la Recherche est notamment intervenue ce matin sur ce sujet. Donc nous avons à la fois une production d'électricité nucléaire dont nous conserverons une part importante et la volonté de développer massivement les énergies renouvelables. Lesquelles en particulier? Sur une réponse de la Commission européenne, vous en avez parlé tout à l'heure, que le Premier ministre a vraiment situé ses annonces de vendredi soir dans un cadre effectivement... Écoutez, c'est un projet très important pour l'avenir de la sidérurgie européenne dans son ensemble, que de réduire son impact en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Le séminaire ce matin sur la transition écologique se tient alors que nous allons, notamment avec Pascal Canfin, partir tout à l'heure à Doha. Vous savez que les travaux scientifiques récents publiés sur le changement climatique montrent que tous les scénarios les plus pessimistes sont en train d'être dépassés, qu'un certain nombre de changements aujourd'hui sont malheureusement irréversibles, mais en même temps, on veut porter un message positif. Il y a des solutions, le projet Ulcos en est un exemple, il y a des solutions pour réduire notre empreinte écologique et en même temps, ces solutions peuvent permettre de créer de l'activité, de créer des emplois, donc c'est un levier pour sortir de la crise. Voilà, merci beaucoup, bonne journée.